Bonsoir chers téléspectateurs, merci d'être fidèles à Expression, votre émission qui donne la parole à l'ensemble des acteurs de la culture négro-africaine. Aujourd'hui, nous allons présenter l'œuvre du Malgache Jean-Joseph Rabéary Vello, intitulée Poème, et nous recevrons sur ce plateau Charles Mensa Kouma, professeur, qui va nous donner sa lecture de cette œuvre. Ensuite, nous recevrons Serge Martial Mokanda, consultant en management et communication. Et enfin, nous terminerons par nos deux chroniques. Innocente qui va rendre un hommage à Yacouba Sawadogo, un Burkinabé, qui a réalisé ce projet-là de barrage du désert au Burkina. Vous allez comprendre. Et ensuite, Souley qui va terminer par le développement personnel. Voilà donc le programme de ce jour. Dans cette aventure, j'ai le plaisir d'être accompagné de Innocente Courant. Innocente, bonsoir. Bonsoir, Paul. Et Souley, bonsoir. Bonsoir, Paul. Premier invité, Charles Mensa Kouma. Charles, bonsoir. Bonsoir, Paul. Merci d'être présent sur notre plateau. Je vous remercie aussi. Je te remercie aussi. Voilà. Charles, nous sommes heureux de te revoir. Mais on voudrait commencer par une première interrogation, une première clarification. Qui est Jean-Joseph Rabéary Vello? Oui, Jean-Joseph Rabéary Vello est d'abord malgache. Et il a une personnalité assez complexe. Et puis on peut retenir surtout de lui qu'il est le premier écrivain de langue française malgache. Et il est né le 4 mars 1901 et il s'est suicidé le 22 juin 1937. Il a évolué dans un contexte colonial assez difficile et il faut dire que sa personnalité est surtout marquée par le fait qu'il est un homme fier qui ne cède pas au larbinisme et c'est ce qui fait que à un moment donné, ne supportant pas les humiliations du régime colonial, il a dû se suicider. Nous allons revenir sur ce suicide parce qu'à mon sens, l'interprétation qu'on va lui faire de ce suicide, c'est un acte de révolte. Il a fait partie il n'est pas issu d'une famille aristocratique ou de la noblesse? Oui. Est-ce que ce n'est pas cela qui l'a choqué d'avoir été maltraité Oui, on peut peut-être le dire, mais c'est surtout la nouvelle condition qui lui est faite alors qu'il a fait beaucoup d'efforts pour s'émanciper, entre griffes. C'est un peu un autodidacte aussi. Voilà, c'est un autodidacte. Alors, donc, effectivement, par sa mère, il faisait partie d'une famille d'aristocrates. Et ce sont les vieilles familles qui ont pratiqué l'esclavage, qui sont enrichies avec l'esclavage. Mais l'esclavage étant aboli, ces familles-là ont subi un revers de fortune. Ils sont devenus pauvres, ils ont dû vendre leur grande maison, etc., pour pouvoir affronter le quotidien. Bien, avec la colonisation, ils étaient confrontés à une nouvelle situation. Et voilà, cela les a mis dans une condition de servile. Et c'est peut-être ça qu'ils n'acceptaient pas. Mais en réalité, ce qui pose problème, c'est le fait qu'il a beaucoup lutté pour s'adapter à la situation, c'est-à-dire pour s'émanciper, pour devenir un homme cultivé et occidentalisé. Mais il n'a pas été payé en retour. Et c'est ce qui engendre sa frustration. Bon, mais en quoi Rabéary Vello est-il un poète, un écrivain original? Oui, il est un écrivain original, surtout parce que il y a d'abord les thèmes qu'il développe par rapport à sa situation, à la situation de son environnement. Il vivait sous un régime colonial assez rude. Mais quand on lit ses œuvres, curieusement, il n'aborde pas de façon frontale ce régime colonial.
cela ne voudrait pas dire qu'il soutenait ce régime. On va comprendre plus tard la manière dont il a détruit, ou du moins il a contesté ce régime colonial. On le comprendra plus tard. C'est plus subtil. D'accord. Alors donc c'est le premier fait. Il dénonce la colonisation, mais de manière... c'est plus subtil, je vais expliquer cela après. Et le deuxième élément, c'est qu'il est parti, au début, il est parti de l'imitation des auteurs occidentaux pour arriver à des œuvres d'inspiration de la tradition malgache authentique. D'accord. Voilà. Et là, ce parcours-là me paraît assez original. Et puis, il faut aussi dire que c'est un écrivain qui n'a jamais quitté son île natale, mais qui a publié des œuvres de très grande valeur, qui ont eu beaucoup de succès à l'étranger. Et qui ont même quelquefois un caractère très universel. Très universel. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a voyagé dans le monde entier et qui ensuite s'est mis à écrire. Mais voilà, c'est l'impression qu'on a à la lecture de ces poèmes. Cette frustration même vient du fait qu'on lui refuse la possibilité, l'occasion de sortir. Peut-être. Et ce qui me frappe beaucoup et qui constitue aussi, à mon avis, l'une des originalités, ce sont les métaphores magiques qu'il utilise dans ses œuvres. Vraiment, quand moi je les lis, vraiment, je suis vraiment émerveillé. Je te connais assez pour savoir que tu vas nous déclamer certaines. Bon, peut-être quelques vers. Oui. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de ces œuvres majeures? Oui, de ces œuvres majeures, bon, et on peut parler de trois œuvres, les toutes dernières, avant sa mort. Et la première, qui est Presque songe, le titre de ce recueil de poèmes, et puis Traduit de la nuit. Deuxième. Ces deux recueils ont été écrits, on a découvert plus tard, après sa mort, qu'il y avait à la fois une version malgache, en langue malgache, et une version en langue française. Et puis la dernière, le dernier recueil qui est Chant pour Abéon. Voilà, et ces dernières œuvres traduisent vraiment le drame intérieur, ce qu'il y a un autre écrivain algérien qui s'appelle Jean Amrouche a appelé une désintégration intérieure. Il a subi. Ces œuvres-là contiennent vraiment la désintégration intérieure qu'il a subie. Une espèce de crise de la personnalité. Oui. Vous allez voir qu'à travers même les titres de ces dernières œuvres, Presque songe, Traduit de la nuit, Chant pour Abéon, il y a toujours un leitmotiv lié à l'ombre, à la nuit, au départ, à quelque chose de macabre, de funeste. Voilà. Il y a toujours cela vous allez les lire de temps en temps. Oui. Il y a toujours cela qui revient. C'est parce que cela traduit un monde intérieur qui part, parce que c'est un homme, c'est un citoyen assez fier, qu'il est très réservé, qui n'ose pas exposer en public, peut-être par pudeur, il n'ose pas exposer le drame intérieur qu'il vivait en public, par fierté, parce que c'est ce qui a été même, ce qui l'a aussi poussé au suicide, c'est parce qu'il était affublé de dettes, et il avait plus, vraiment, il ne savait plus à quel se vouer matériellement, mais il n'osait pas demander de l'aide, par fierté. Mais c'était un fonctionnaire de l'administration coloniale, non? Oui, en fait, c'est pas son poste. Oui, ce n'était pas de l'administration coloniale, mais il travaillait dans une imprimerie. Oui, dans une imprimerie. Dans une imprimerie, il n'était pas bien payé. Il a laissé un journal intime qui était intitulé Les Calepins Bleus, mais que lui-même, il a aussi
désignés par les pythagoriques ou bien les témoins secrets. En fait, c'est parce que c'est un journal intime écrit à la main de 1833 pages. Qu'il y a quelqu'un qui a écrit, un auteur qui a écrit un peu sur sa vie. Le titre du livre, c'est Jean-Joseph Rabia-Rivelo et la mort. L'auteur, c'est Robert Boudry. C'est lui qui a parlé de tout ce qu'il a. Il y a un peu dans ce journal intime n'a jamais été publié, mais Robert Boudry a eu l'opportunité de lire ce journal intime, et donc il a révélé certains aspects ou bien certains contenus de ce journal. Certains aspects, certains contenus que tu nous livreras tout à l'heure. Oui, que je D'accord. Et quels sont les thèmes les plus récurrents? Il y a beaucoup de thèmes, c'est les thèmes traditionnels, le langage, l'amour, etc. Mais surtout dans les œuvres majeures, nous avons le thème de la nature. Mais entre autres, les thèmes qui me paraissent vraiment importants chez lui, c'est le thème du voyage, le thème de la nature. Et quand je parle de la nature, c'est vraiment tout, oui. Et le temps. Le thème du temps. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle, pour la première de couverture, il y a une peinture qui représente la nature. Oui. La nature de cette forêt, de cet environnement malgache? Oui. Justement, il y a même des poèmes, vraiment. Il y a un poème que j'aime beaucoup. Vous pouvez montrer ça, juste la première de couverture. Il y a un poème que j'aime beaucoup, Haute-Futé, qui célèbre vraiment une forêt. Oui. Mais c'est un poème vraiment fantastique. Mais vraiment avec des métaphores. Quand je lis ça, vraiment, je suis très émerveillé. Et donc, voilà ce thème-là. Et je vois qu'il était, à mon sens, c'est la lecture que je fais de ces poèmes, c'est qu'il était, à mon avis, un écologiste avant l'heure. Wow. Parce que quand il parle de cette forêt... Je voulais justement demander quels sont les thèmes qui sont d'actualité aujourd'hui. Voilà, justement, cela était avec l'actualité. La préservation de la nature. Et le thème du voyage, aujourd'hui, le thème de l'immigration est assez patent. Donc, à mon avis, le thème du voyage, le désir de voyage, qui est aussi, à mon sens... C'est dû à quoi, ce désir du voyage? Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui est dans une île et a eu l'envie de découvrir l'au-delà, l'au-delà dans le sens de l'autre rive? Oui. C'est dû effectivement à cela. En fait, c'est ce que... Oui. En fait, ce que j'ai compris de sa situation, c'est que... Et il est d'une famille noble au départ, mais il s'est fait qu'il y a eu la colonisation et les conquérants dominent maintenant le pays. Et il a compris que pour avoir encore de la place dans cette société malgache, puisque désormais le pays est dirigé par un gouverneur français, pour avoir de la place, il faut acquérir la culture occidentale. Donc, il s'est formé à la culture occidentale et il a vraiment acquis la culture occidentale parce qu'il parlait très bien français, il a étudié l'espagnol, il écrivait même des poèmes en espagnol, des articles qu'il envoyait même parfois en Amérique latine qui étaient publiés. Donc, avec cette formation, il a cru qu'il pouvait accéder à une classe sociale meilleure dans cette société. Mais le régime colonial était tel que ce n'était pas possible, parce que c'était une sorte d'apartheid entre les colons, ou du moins les blancs, et les noirs. Et dans son journal intime, il explique bien ceci. Un malgache qui a eu la même formation qu'un Français dans les mêmes écoles en France, lorsqu'il revient à Madagascar, le malgache ne peut pas avoir un salaire supérieur au salaire le plus bas de la profession la plus basse d'un Français en Madagascar. Donc cela voudrait dire qu'un planton français
gagnerait mieux qu'un médecin malgache. Voilà la situation. Donc c'est ça qui était vraiment son problème. Et donc, n'ayant pas pu accéder à cela, il est resté très frustré. D'autant plus qu'il savait qu'il était méritant, qu'il était meilleur que beaucoup d'autres. Parlons un peu de son travail d'écriture. Tu as fait allusion tout à l'heure aux belles métaphores. Qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui fait l'originalité de son style? Oui, mais moi, je trouve que ce sont les comparaisons et puis les métaphores. C'est un style fascinant. Oui. C'est fascinant. Oui, je peux vous lire quelques... Par exemple, Haute Chutet, si je prends l'exemple de la table des matières, peut-être. Oui. Si je prends à la table des matières... Quand on parcourt, on est tout de suite saisi. C'est fasciné. On est fasciné, on est saisi, on a envie de continuer de les lire, de comprendre. C'est un génie, quoi. Non, c'est vraiment un génie, mais qui avait un esprit faible quand même à l'intérieur. Il n'arrivait pas à gérer la crise qui le traversait. Oui. Sous les faibles, je ne sais pas si c'est le terme qui convient. Oui, mais quand on parle, on se suicide. Quand on se suicide, c'est quelque part une faiblesse. Oui. Quand on se suicide, c'est quelque part une faiblesse. Quand un poète se suicide, c'est plus grave. Je vais revenir à ce suicide parce que nous allons en revenir. Pour lui, le suicide, ce n'est pas une lâcheté. C'est l'une de ses pensées. Le suicide, pour lui, ce n'est pas juste lâcheté. Il écrit quelque part que ceux qui pensent que le suicide est une lâcheté, qu'ils essaient pour voir s'ils iront au bout. Est-ce qu'ils iront au bout? Celui qui s'il va au bout, c'est qu'il est courageux. Mais en fait, on va revenir sur le suicide. Parce qu'en fait, son suicide, parce que ce suicide a été planifié. Avant qu'il ne se suicide, il a envoyé ses enfants et sa femme à la campagne pour qu'ils soient seuls. Il a préparé la potion. Il a préparé les poèmes qu'il va lire avant de se suicider. Et il décrivait ça dans son journal au fur et à mesure. Oui, et au moment où il note même la minute à laquelle il a bu la potion. Il décrit ce qu'il ressent dans son corps jusqu'à sa mort. Jusqu'à ce qu'il assume, mais bon, quand on refuse la vie, c'est quelque part quand même... c'est une conception. Mais nous sommes dans un combat. J'ai retrouvé le... Oui, mais le suicide, c'est aussi beaucoup de violence. Oui, c'est une violence. Très violent. Oui. Sous les quand tu dis lorsqu'il refuse la vie, oui. C'est pas mal. Parce que le poète, quand même... Voilà. Est-ce que ce qu'il vivait, c'était la vie? Il faut intégrer... Oui, mais la poésie, c'est la vie. La poésie, c'est la vie. Le poète, c'est une référence. Oui. Le poète est une référence. Le poète, quand même, est au-dessus de la mêlée. Oui. Et ce statut-là ne l'autorise pas à tourner le dos à la vie. Oui, je suis parfaitement... C'est vraiment... J'étais triste quand j'ai vu sa biographie. Un génie de l'écriture. Quelqu'un qui a un regard très positif sur la vie, sur la nature, et qui tourne le dos à la nature, à la vie. Oui. Il y a un paradoxe. Oui, je te le concède. Voilà. Il y a un paradoxe. Même si on peut y voir pour se consoler, parce que c'est pour nous une espèce de consolation, de voir dans son acte une espèce de courage. Pour affronter, pour refuser plutôt la médiocrité. Oui. C'est-à-dire il faut le mettre dans son contexte pour bien comprendre les actes qu'il pose. Oui, tu as bien expliqué. Oui. Et parce que pour lui, il ne se suicide pas par désespoir. C'est-à-dire, il ne se suicide pas par désespoir. Parce que pour lui, la mort est une autre forme de continuité d'une autre vie. Donc pour lui, il change seulement de vie. Ouais, ça fait penser un peu à Meursault qui accepte, qui accepte tout et jusqu'à la mort. Oui. Et pour lui, l'acte du suicide est un acte de révolte contre le régime colonial. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il sait que le régime colonial de son temps se glorifiait du fait que lui, il est devenu un intellectuel occidentalisé. Donc, pour leur démontrer
que cela ne vaut rien, il casse le fruit, il détruit le fruit de ce prétendu colonialisme colonial. Oui. Voilà, donc c'est un acte assez réfléchi. C'est la crise de personnalité. La crise de personnalité. Oui, c'est moi je dis, c'est devant le colon, il aurait pu montrer un autre visage. Oui, lequel? Ça dit, lui, ce qui le dérange, c'est qu'il a l'impression que Rabia Rivelo a fui, a laissé le champ de bataille. Oui, justement. Et de plus, ce qui est plus grave, il a des enfants. Oui. Il a des enfants. Oui. Il tourne le dos aux enfants. Oui. Il a une responsabilité. Oui. Mais c'est très significatif ce qu'il a fait. Moi, c'est le côté gâchis. Je suis choqué par le côté gâchis, parce qu'il est mort, il me semble, à 36 ans. Oui, il a 36 ans. Grand Et quand j'ai fait un décompte, sauf si je me trompe, il a écrit 16 œuvres. Oui, il 36 écrivait. ans, 16 œuvres. Très prolifique. Et en 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, c'est un gâchis énorme pour l'Afrique. Oui, il vivait vraiment à une vitesse incroyable parce que vraiment... Et il croquait la vie à belles dents. Il aimait bien la vie, hein, c'était un bon vivant. Bien sûr, il participait à des fumeries d'opium. Voilà. Mais tout simplement, moi je pense aussi que c'est l'impact des œuvres qu'il a lues parce que c'était un passionné de littérature. Il était vrai. Son modèle, c'était Baudelaire. Voilà. Et il lisait Baudelaire comme si c'était son président. Oui, c'est voilà. D'ailleurs, même, au moment où il se suicide, le dernier poème qu'il lit, c'est Baudelaire. Et il a préparé tout cela. Oui. Et c'est le dernier poème. Il est mort avec le dernier, après avoir bu la potion, il lit un dernier poème de Baudelaire et puis cette dimension, cette analyse psychanalytique tout à fait explique bien son suicide. La référence à Baudelaire, ça peut tout expliquer. Voilà, Baudelaire, et puis il aimait aussi ce qui est hermétique. Les symbolistes, le surréalisme. Les premiers poètes qu'il a imités sont les symbolistes. Bien sûr, il aime les Victor Hugo, etc. aussi. Mais il était attiré aussi par l'hermétisme, parce que fasciné par Gongora, par Mallarmé, par Marini. Voilà. Donc il y a cette. Donc c'est tout. Vous voyez donc que c'est une personnalité. On ne peut pas ne pas sentir le gâchis, comme disait. Gâchis. Et moi j'ai mal. J'ai vraiment mal. On a mal. Bon, aujourd'hui il faut pardonner. Oui. Mais moi j'aurais du mal à oublier. C'est bien d'avoir mal comme ça, et je crois que c'était son objectif. Parce que il dit quelque part que il faut aller jusqu'au suicide pour qu'on comprenne que vous êtes sincère. Pour faire partager ces sentiments, pour que les gens comprennent que vous êtes sincère. Aux spectateurs, on aimerait que tu lises. Quelques extraits, parce que c'est un point très long. Je vais lire quelques passages. Quand il commence comme ça, je ne viens pas pour saccager les. Le titre du poème, c'est Haute futée. Je ne viens pas pour saccager les fruits que tu tends sur tes cimes inaccessibles au peuple des étoiles et à la tribu des vents, non plus pour arracher tes fleurs que je n'ai jamais vues dans le but de m'envertir ou d'en cacher quelque honte que j'ignore, moi, l'enfant des collines arides. Mais je me suis soudain souvenu, dans mon dernier sommeil, qui était toujours amarré sur les lianes de la nuit, la vieille pirogue des fables qui tous les jours faisait passer mon enfance des rives du soir aux rives du matin, du cap de la lune au cap du soleil. Je l'ai ramé et me voici en ton cœur, ô montagne végétale. Me voici venu pour interroger ton silence absolu, pour chercher le lieu où les vents éclosent avant d'ouvrir des ailes trouées chez nous, trouées par le filet immense des déserts et par les pièges des villes habitées. Un bel échantillon. Un bel échantillon. Une belle pièce. Un bel échantillon. Voilà. Charles, nous savons maintenant, je crois, qu'on a dit pourquoi et comment il a mis fin à ses jours. Et
Et puis il y a ce journal intime. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que l'on connaît maintenant le contenu de ce journal, même s'il n'a jamais été publié? Le journal dont tu as parlé là. Oui, oui, je ne sais pas si ce journal a été publié après, mais Robert Boudry, qui a écrit sur lui, il a fait publier un livre sur lui. Un critique, hein? Oui, mais en fait, est-ce qu'il n'est pas critique? Parce que c'est un contemporain de Robert Rivelo. Puisque ce journal-là lui a été remis, c'est-à-dire, quand il se suicide, il laisse quand même des instructions sur comment il faut gérer ses manuscrits. Et justement, il a demandé qu'on remette, il a fait distribuer ses manuscrits à certains de ses amis. Il sait qu'il serait dans de bonnes mains. Donc, Robert Boudry, et il a eu ce manuscrit-là. Et donc, il a dit que ce n'était pas publiable en ce temps-là parce que cela critiquait ou bien attaquait certaines personnalités qui étaient encore vivantes, etc. Donc, c'était pas possible. Donc, je ne crois pas que cela ait été publié. Et Jean-Joseph pensait beaucoup au peuple malgache. Il écrivait dans 2 langues. Qu'est-ce qui justifie un peu le choix de l'écriture dans une langue malgache et en français? Et dans l'œuvre là même? Oui, dans l'œuvre. Je vous ai dit que Presque songe et Traduire de la nuit ont été écrites dans les 2 langues. Dans les 2 langues. Oui. Mais c'est justement le retour aux sources. Vous voyez, lorsqu'il est coincé, il est entre l'enclume et le marteau. Il est coincé. Lui-même, il se dit, vous voyez, je crois que ce n'est pas une oxymore qu'on peut exprimer sa personnalité. C'est un autochtone étranger et c'est un Français autochtone. Vous voyez, c'est parce que il veut accéder à la société supérieure, mais il est refusé. Mais il ne peut plus descendre parce que sa formation, il s'est tellement cultivé qu'il n'est plus totalement, il est plus que malgache. Parce qu'il est assimilé, un assimilé. Bon, maintenant, et quand il a compris... Métis culturel. Oui. Quand il a compris que ce n'est pas possible d'accéder à la société occidentale, au privilège de la classe des Occidentaux, des colons, il est revenu aux sources. Et je crois que c'est ce qui explique donc le fait qu'il développe certains termes. Il a commencé à publier en malgache quand il a après 24 ans, donc après avoir expérimenté après avoir imité les poètes occidentaux, il est revenu. C'est un peu comme un retour à la source. Et moi je vois en cela, parce qu'il développe souvent, même dans son journal, il développe souvent le mythe de Icare et Dante. Ouais. Vous voyez, c'est cette aspiration vers cette élévation, mais qui n'a pas abouti, et Icare qui se fait brûler par les ailes par le soleil et qui retombe sur terre. Et hanter le mythe de Dante, c'est ce personnage-là qui reprend des forces chaque fois qu'il touche la terre. Donc, il trouve que c'est sur sa terre natale qu'il va retrouver la force. Et sa terre natale, ce n'est pas seulement la terre, mais c'est aussi les ancêtres. On a ce sentiment de la dualité chez lui. Oui. Il a une poésie des hauteurs, le ciel, les étoiles, voilà. Mais par moments, il redescend et il célèbre la nature. Ça, c'est Baudelaire. C'est Baudelaire avec les correspondances. Les correspondances verticales, correspondances horizontales, en parlant de synesthésie. Alors, on voit qu'il a été bien inspiré par Baudelaire. Bien sûr, oui. Nous sommes arrivés à la fin du temps. C'est allé très vite. C'est allé très vite, effectivement. Il y a tellement de choses à dire. On est séduit. Moi, je suis sous l'emprise de cet auteur-là. Je vais lire, je crois, pendant longtemps encore. Je vais faire lire à pas mal de gens. La note finale, elle est triste. Maintenant, quel héritage laisse-t-il aujourd'hui à la jeunesse africaine, à l'Afrique et au monde? Moi, je peux dire d'abord que son parcours même est un exemple. Quelqu'un qui n'a jamais quitté son île natale, et qui
a été scolarisé jusqu'à 13 ans seulement. C'est un autodidacte accompli. Et qui est devenu un grand écrivain qui maîtrisait l'espagnol. Autodidacte, ça, c'est comprendre que pour accéder à une culture supérieure, pour être un grand homme, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup se cultiver. Ça, c'est une leçon qu'on apprend de lui. Et deuxièmement, bon, moi, il y a une de ses pensées que je retiens aussi, c'est qu'il trouve que la qualité d'une société dépend de la qualité de son aristocratie. Ça, si un pays a des difficultés et ne marche pas, c'est parce que son aristocratie est médiocre. La classe dirigeante. Ou la classe dirigeante. Et oui, tous ceux qui ont le pouvoir ou qui ont la capacité de prendre le pouvoir, de gérer la société. Oui. C'est pourquoi il insiste beaucoup sur la qualité de l'aristocratie. Il dit laissez le bas peuple tranquille. Ne demandez pas grand-chose au bas peuple. C'est la qualité de l'aristocratie qu'il faut voir. Voilà. Merci beaucoup. Le mot de la fin. Vous devenez un habitué de la maison. Oui. Quelques secondes. Bonne lecture. Je commence par Soulé. Je remercie Soulé, je remercie Innocente et Paul, et surtout la Belle TV pour toutes les opportunités qu'il offre à l'Afrique pour célébrer la culture et le développement. Merci. Merci beaucoup, Charles Mensah Kouma. Chers téléspectateurs, une petite pause, ne bougez surtout pas. On va passer à la deuxième partie de notre émission dans quelques secondes. À tout à l'heure. Merci, chers téléspectateurs, de rester avec nous pour la deuxième partie de notre émission. Et on avait annoncé qu'on allait recevoir un monsieur Serge Martial Mokanda. Serge Martial Mokanda, bonsoir. Bonsoir, Paul. Serge Martial Mokanda, peux-tu te présenter aux téléspectateurs? Oui, déjà merci pour l'invitation. Bonsoir Innocente. Bonsoir Soulé. Bonsoir Serge. Alors, je suis, un pur produit de l'école publique gabonaise. Je suis passé par le lycée Léomba. Et ensuite, après un bref séjour au Maroc, je me suis envolé pour Toulouse, en France, dans le sud-ouest. Où je suis, le sud-est de la France, où je suis installé depuis bientôt un petit quart de siècle maintenant. Je précise que je suis né à Massoukou, donc je suis du Haut-Ogooué. Et je suis professionnellement dans le domaine du conseil en entreprise. Voilà en quelques mots pour la présentation. Très bien. Pour ceux qui viennent de te connaître, les téléspectateurs qui nous regardent, qui viennent de te connaître et ils veulent peut-être te connaître mieux, veulent te connaître davantage, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Alors, oui. Alors, j'ai travaillé après des études en management et administration des entreprises. Je suis diplômé de master dans ce domaine-là. Je suis aussi diplômé en gestion des ressources humaines. J'ai travaillé dans la grande distribution, ensuite dans l'immobilier, avec des postes opérationnels et puis à responsabilité, et dans la communication. Et tout ça ici au Gabon? Tout ça exclusivement en France. Puisqu'en fait, après mes études, je me suis professionnellement installé en France depuis un quart de siècle, comme je disais à peu près. À Toulouse? À Toulouse, dans le sud-ouest, même si j'ai bougé pas mal. Ce qui fait que de fait, je suis franco-gabonais. Et donc après avoir créé une structure dans l'événementiel où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à mon compte, je me suis lancé il y a 3 ans maintenant, donc en 2015, dans le domaine du conseil en entreprise, de la formation et du coaching. Alors le conseil, c'est pour les entreprises qui ont des difficultés, entreprises, institutions ou autres, c'est apporter des diagnostics et puis proposer des solutions. La formation, c'est apporter des connaissances et des compétences, notamment dans le domaine
de la vente, de la relation client, de la communication, du management. Ce sont les domaines où j'interviens. Et puis, à cela, j'adosse toujours une approche en matière de coaching, puisque j'estime que lorsqu'on veut trouver des solutions, les meilleurs acteurs sont les personnes concernées. Le coaching permet justement d'accompagner les gens à trouver eux-mêmes les solutions, parce que quand on trouve par soi-même, on s'approprie mieux la mise en œuvre des solutions. Donc, c'est ça l'approche coaching. Et donc, j'interviens, que ce soit pour des institutions. J'ai travaillé avec la Chambre de commerce à Toulouse, avec des associations, avec des porteurs de projets. Et depuis 2 ans maintenant, j'ai la grâce de pouvoir travailler un peu plus au Gabon. Donc je fais pas mal d'allers-retours entre Toulouse et Libreville, où j'interviens ici pour plusieurs types d'organisations, institutions, entreprises privées, institutions de formation, entre autres. Est-ce que la demande est très forte, la demande en coaching? Est-ce qu'elle est très forte au Gabon? Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand je suis arrivé il y a 3 ans, l'approche que je propose, qui est tout ce qui est outil d'accompagnement au changement, on parle de conduite du changement ou de management du changement, c'est relativement nouveau. Alors, moi, avec mon œil, j'ai identifié les difficultés, mais j'avoue que les interlocuteurs que j'avais, eux-mêmes n'étaient pas encore conscients de l'apport que ça pouvait constituer pour eux. Et en 2 ans, j'ai vu que beaucoup de personnes et d'entreprises que j'ai contactées il y a 2 ans en arrière, aujourd'hui sont vraiment demandeuses, parce que c'est souvent dans les difficultés qu'on se rend compte qu'on a besoin de ressources et d'accompagnement. Et aujourd'hui, effectivement, Soulé, la demande est de plus en plus forte, ce qui est forcément à mon avantage, puisque ça me permet de pouvoir travailler encore plus, parce que mon rôle, c'est de proposer, de trouver des solutions. Ce n'est pas simple, mais c'est très, très passionnant. En parlant de ton parcours, j'ai l'impression que c'est un parcours atypique. Ça m'a l'air d'être une sorte d'errement jusqu'au moment où on fait le choix. Ou bien c'était comme ça, vous êtes investi dans beaucoup de choses? Tout à fait. Alors, effectivement, c'est un parcours assez atypique qui est tout sauf linéaire, comme ça pourrait l'être pour un médecin ou un avocat. C'est vrai que j'ai travaillé dans beaucoup de domaines, dans plusieurs domaines d'activité. Simplement, d'une part, je me suis rendu compte que le fil conducteur de tout ça, ça a toujours été le contact et la relation client. Donc, c'est l'expertise que j'ai développée. Et puis, d'autre part, sans l'avoir prémédité, en ayant comme ça des expériences diverses, ça m'a emmené tout au long de mon parcours à développer une certaine capacité à me remettre en cause pour pouvoir rebondir. Et c'est comme ça que, sans s'en rendre compte, on apprend finalement à gérer le changement. Mais ça m'a l'air quand même quelque peu complémentaire. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous vivons dans un environnement où, vous le savez, nous ne sommes plus dans des parcours professionnels linéaires comme auparavant, où on savait qu'on rentrait dans une entreprise et on pouvait y passer toute sa carrière. L'environnement est tel que gérer le changement, changer de métier, sinon d'orientation, rebondir en cours de parcours, c'est devenu une donne du parcours professionnel. Et moi, à travers mon parcours, que je n'ai pas préprogrammé comme ça, mais j'ai été suffisamment outillé, finalement. Et aujourd'hui, j'arrive à accompagner des personnes qui sont face à ces problématiques-là dans leur parcours. Par la grâce que j'ai eue d'avoir un parcours comme ça, riche d'expérience, et qui m'a finalement outillé à la fois en termes d'expérience, mais aussi psychologiquement. Parce qu'aujourd'hui, quand je suis face à des entreprises qui me sollicitent, je me rends compte que quand on est confronté à une difficulté et qu'il faut trouver des solutions et qu'il faut changer sa façon de faire, sa façon de penser, sa façon de travailler, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts. Puisque, comme vous le savez, en tant qu'être humain, nous sommes des êtres d'habitude. 95% de ce que nous faisons au quotidien est conditionné par nos habitudes. Or, changer, c'est remettre tout cela en cause. Donc, ça demande beaucoup d'efforts. Et en même temps, c'est dans ces efforts-là qu'il y a les solutions dont on a besoin. D'où la nécessité d'être accompagné. Et c'est là que j'apporte ma modeste contribution. Les recettes sont-elles les mêmes à Toulouse, en France, au Gabon? Est-ce que c'est les mêmes recettes? En termes d'accompagnement individuel, oui. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des êtres humains. Et nous sommes dans le champ de ce qu'on peut appeler le développement personnel, qui parle beaucoup à Soulé aujourd'hui.
C'est-à-dire que nous avons besoin, à un moment donné, de nous poser, et de nous poser, non seulement de nous poser, mais aussi de nous poser intellectuellement les bonnes questions sur nous-mêmes. Qui nous sommes, quelle est notre place dans ce chemin de vie, et quel est le rôle et la valeur ajoutée que nous devons apporter à ce monde. Et ce sont des questions existentielles, mais qui touchent directement nos parcours de vie et nos parcours professionnels. Et que ce soit des personnes que j'ai accompagnées à Toulouse, qui ont pu changer de travail parce qu'à un moment donné, elles étaient face à des murs de verre ou à des malaises, ou que ce soit des personnes que j'accompagne ici, je me rends compte que les outils sont, mis à part le contexte culturel, hein, mais j'ai la chance d'avoir les deux logiciels, c'est-à-dire gabonais, africain et puis français. Une fois qu'on a adapté les références culturelles, les outils de travail sont les mêmes. Voilà. Parce que la matière humaine reste la même. Serge, tu vis entre la France et le Gabon, et pourquoi ce choix et qu'est-ce que cela t'apporte? Alors, pour tout te dire, Innocente, quand j'ai atterri à Toulouse il y a bientôt 25 ans, je n'avais pas programmé de m'y installer. Donc, ce sont on va dire les péripéties, les aléas qui font que je me suis surpris à m'installer définitivement sur le territoire français. Et puis, en même temps, dans le domaine où j'interviens, nous avons besoin en permanence de remise en cause, de prendre du recul sur nous-mêmes et sur les champs où nous intervenons. Donc, le fait d'intervenir au Gabon aujourd'hui fait que j'ai besoin de reprendre un peu de recul régulièrement et de repartir en France pour me poser, pour travailler sur moi, pour me former, parce qu'il faut se former en permanence pour pouvoir prétendre à former les autres. Et vice-versa. Quand je suis ici, je me nourris d'autre chose qui fait que quand je repars en France, j'arrive avec une fraîcheur, avec des idées différentes, une approche différente qui apporte aussi aux personnes avec qui je travaille là-bas. Donc finalement, ce choix d'être entre deux rives, je me rends compte qu'il me nourrit énormément. C'est avec aussi ses contraintes, parce que en termes de vie familiale, c'est pas toujours évident, mais on arrive à trouver un équilibre. Et professionnellement, c'est une nécessité dans mon domaine. Mais déjà, un quart de siècle à Toulouse, c'est la preuve que ça a été très prospère. On ne reste pas quelque part quand on n'y est pas bien. Ça, Souley, je te l'accorde. Ouais. Effectivement, oui, en général, nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de nous sentir enracinés. J'ai la chance d'avoir des racines ici et des racines là-bas désormais. Et bien sûr, j'ai trouvé un certain équilibre là-bas, qui fait aujourd'hui l'homme que je suis finalement, qui est à la fois africain et français, et très bien des deux côtés. Mais c'est bien d'ailleurs, excuse-moi Innocent, c'est bien parce que généralement il y a une sorte de saignée de l'intelligentsia africaine, mais quand toi tu es à cheval entre le Gabon et la France, mais c'est une chance pour le Gabon et pour l'Afrique de récupérer un temps soit peu ces intellectuels. Moi, je pense que c'est une chance. Ça rejoint un peu l'idée du métissage de Senghor, hein, de croisement des cultures. Oui. J'ai plus comme référence Senghor sur le côté scolaire, mais par conviction, je suis plus chez Anta Diop. Wow, voilà. D'accord. Mais effectivement, oui, c'est cette idée de trouver un équilibre entre deux. Serge, en quoi consiste ton activité professionnelle au quotidien ? Alors, aujourd'hui, j'interviens dans des entreprises. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le besoin. Aujourd'hui, j'ai la chance, encore une fois, de travailler de plus en plus au Gabon. Et vraiment, c'est une grâce, parce que j'avais ce souhait et cette volonté après avoir eu ce parcours que je revendique, hein, de l'école publique gabonaise, de donner un retour, d'apporter une contribution. Donc, c'est ce que j'espère faire au quotidien. Et aujourd'hui, les entreprises qui me sollicitent sont confrontées souvent à des soucis d'organisation, à des soucis de management, à des soucis de stratégie, c'est-à-dire définir une vision, s'adapter à tout cet environnement qui n'est pas toujours évident et qui est plein d'incertitudes, et à des soucis de formation. Donc, comment mieux outiller leurs employés dans certains domaines. Alors, il y a des domaines où j'interviens directement dans mes champs de compétences en tant que formateur. Vous savez qu'aujourd'hui, en termes de relations clients, nous avons beaucoup à faire. Faire prendre à une entreprise que la manière dont, si vous avez une boutique ou même un centre de formation ou une entreprise avec un contact client, rien que la façon d'accueillir le client fait la différence.
Vous êtes une entreprise, vous vendez un produit, votre concurrent vend le même produit. Pourquoi on vient chez vous plutôt que chez le concurrent? Peut-être que c'est parce que rien que la façon de dire bonjour au client fait la différence. Oui. Donc ça, il faut avoir conscience que c'est de la formation. La qualité de la relation client, c'est important. Et souvent, beaucoup d'organisations ici ont besoin, d'en prendre conscience, et deux, de décider d'investir dans ce champ-là pour former leurs employés. La vente aussi, les techniques de vente, c'est très important. Les techniques de management. Manager, c'est encadrer, c'est faire travailler les gens ensemble, des gens qui sont différents, qui ont des tempéraments différents, qui ne pensent pas forcément tous comme vous, mais vous, en tant que manager, vous avez le devoir et l'obligation et la mission de faire que tous ces gens-là travaillent ensemble et soient performants. Et à l'heure du numérique, il faut s'adapter. À l'heure du numérique, à l'heure d'Internet, à l'heure où tout va vite, où tout le monde est connecté, et ça, c'est une vraie compétence. Donc, dans tous ces champs-là, j'arrive à proposer des solutions. En termes de formation ou en termes de conseils pour des formations, afin que ces entreprises puissent améliorer leur performance au quotidien. Alors, Serge, en ce moment, quelle est ton actualité? Alors, merci Soulé pour cette question. Ça va te surprendre, mais mon actualité, en tout cas ce qui me tient à cœur en ce moment, a priori n'a rien à voir avec le champ de l'entreprise, puisque j'ai initié une série de séminaires sur le thème de l'éducation et de la parentalité, qui s'intitule « Parents, comment préserver vos enfants et développer leur potentiel dans un monde en perte de valeur ». C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, déjà parce que je suis père de famille moi-même, et puis par rapport à toute l'actualité que nous connaissons tous, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la jeunesse. Beaucoup de parents, parfois, se l'avouent, mais parfois ne se l'avouent pas, mais sont dépassés. Quand on a affaire à des enfants, ce qu'on appelle la génération Android, qui en savent parfois plus que nous dans certains domaines, ce qui n'était pas le cas une génération avant. À l'époque de nos parents, nous les enfants, nous les regardions comme des montagnes où nous devions nous abreuver à tous les niveaux. S'agissant des valeurs, il faut faire un développement. Il s'agit de préserver quelles valeurs? Alors, il y a deux dimensions de valeurs. Il y a les valeurs dans chaque famille. Et là, c'est à chaque famille de définir quelles sont les valeurs sur lesquelles elle s'assoit. Et puis, il y a les valeurs au niveau d'une société humaine qu'on a vocation à bâtir. Nous n'avons peut-être pas tout le temps pour en parler, mais moi, j'en ai une qui m'est quand même viscéralement vissée au corps et qui, je pense, peut faire la différence pour l'Afrique que nous voulons bâtir. C'est celle de l'intégrité. Morale. Et dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire avoir une parole, prendre des engagements, savoir les tenir, savoir faire des compromis, mais ne pas se compromettre, et en tout état de cause, rester droit dans ce qu'on fait. C'est une façon de ressusciter la vieille Afrique, c'est une façon de revenir à la source, parce que cette intégrité morale-là était ce qui nous caractérisait. Je crois que sans intégrité, et là, nous ne pouvons que penser à notre papa Madiba, qui a fait quand même 27 ans à l'ombre au nom de ses valeurs, mais qui n'a pas transigé sur l'essentiel. Sans intégrité, on ne peut rien faire de grand. Et je pense que c'est peut-être parce que cette intégrité a été remplacée par un autre I, qui est celui de l'indélicatesse, qu'aujourd'hui l'Afrique a autant de soucis. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de gens qui ont beaucoup de pouvoir, mais qui aujourd'hui transigent et se compromettent, et à la place de l'intégrité, passe à l'indélicatesse. Avec qui parle donc d'intégrité, parle de lutte contre la corruption. Bien sûr. Parce que si on fait ce qu'on doit faire, ce qu'on est censé faire, et qu'on adapte le budget qui est prévu pour le projet à 100% au projet, ça veut dire qu'il n'y a rien qui part à gauche ou à droite, et que le projet aboutit et il profite au plus grand nombre. Si nous arrivons à faire ça, et j'ai tendance à penser qu'il faut l'injecter à dose homéopathique dès maintenant à nos enfants, pour pouvoir former la future génération, ce sera déjà un grand pas. Je pense qu'il pourra faire la différence dans 10, 15 ou 20 ans. Et donc, pourquoi Serge, cette idée du séminaire sur le rôle des parents et de l'éducation en matière de leadership? Oui, parce qu'a priori, on a du mal à comprendre, parce que le leadership des parents... Le leadership des enfants. On ne voit pas le rapport avec le monde de l'entreprise
Voilà pourquoi je pense que sa question est très pertinente. Expliquez-nous un peu. Tout à fait. Alors, en fait, je suis parti d'un double constat. D'une part, en tant que parents, nous sommes tous, je pense, confrontés plus ou moins aux mêmes problématiques vis-à-vis des enfants. Comment aujourd'hui on arrive à éduquer des enfants qui ont des outils qui parfois nous dépassent. Moi, l'autre fois, j'ai mon fils de 6 ans qui m'a montré comment il faisait des photos avec mon portable quand il est bloqué. C'est-à-dire que le portable est bloqué avec le code. Oui. Et je reviens, je trouve des photos. Ah, ça. Et c'est mon fils de 6 ans. 6 ans. Qui m'explique et qui me montre comment il fait. Je suis tombé par terre. Passez par l'expression. C'est clair. Donc, face à ça, en même temps, ce sont des outils de communication. Est-ce qu'il faut interdire ou accompagner? S'il faut accompagner, ça suppose que moi, je dois me mettre à niveau en tant que parent. Parce que ce qu'on interdit aujourd'hui, l'enfant, il ouvre la fenêtre demain et il découvrira de toute façon. Donc, il y a toutes ces difficultés-là, sans compter toutes les déviances auxquelles les enfants sont exposés aujourd'hui. Que ce soit en matière d'image, en matière de musique. Trop d'images violentes. Voilà, la violence, la sexualisation à outrance des jeunes. Et puis d'autre part, je me suis rendu compte aussi d'un autre phénomène social, c'est que dans les entreprises, et c'est là où Souley, tu vas voir le lien, les personnes qui interviennent, les salariés d'une entreprise, sont d'abord des parents aussi. Oui. Et quand ils ne sont pas tranquilles, parce que l'esprit est à la maison, parce qu'ils ne savent pas si tout est en place là-bas, si la nounou respecte bien les consignes, ils ne sont pas à 100% concentrés et performants. Investis, voilà. Et donc, à l'inverse, si les parents ont pu bénéficier de tous les outils, de tous les conseils, pour qu'à la maison, ça soit plus tranquille et plus serein, ça fait des collaborateurs plus concentrés, plus performants et plus productifs. Et c'est comme ça que ce discours, j'ai la grâce aujourd'hui que certaines entreprises de la place l'entendent, et du coup me sollicitent même pour des interventions en entreprise dans le cadre de leur action sociale en RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et je pense que le lien, on peut le faire à ce niveau-là très facilement. Nous sommes tous des parents, employés, entrepreneurs, et nos problématiques à la maison sont les mêmes. Et quand à la maison, il y a de la sérénité, on est plus tranquille au travail. On est plus performant. Donc, en fait, l'intervention se limite au niveau des entreprises. Il n'y a pas un aspect scolaire. Vous n'intervenez pas dans les établissements en contact direct avec les élèves, l'administration du lycée ou le ministère de l'Éducation nationale. Non, vous, ce sont les entreprises. Alors, non du tout, cher Paul. En fait, bien au contraire. La première des séminaires était vraiment ouverte à tout le monde. Donc j'ai invité tout le monde, y compris... s'il te plaît? Alors, elle s'est passée, c'était à la Chambre de commerce. Elle s'est passée il y a une quinzaine de jours. Je travaille actuellement à la prochaine édition, qui, si tout va bien, j'aurai le plaisir, si vous m'invitez, de venir vous la présenter. S'il te plaît. Et en fait, le champ est immense. C'est-à-dire que même le travail en entreprise, je ne l'avais même pas prémédité. Ça s'est posé et produit comme ça. Mais au départ, bien sûr, c'est d'abord les écoles, les centres de formation, les centres de pré-enfance, où on éduque l'éducation pour les jeunes enfants. Au départ, la première cible, c'était les éducateurs. Ce sont les éducateurs. Et après, le reste est en train de se greffer un peu petit à petit parce que je me rends compte de la dimension sociétale de la problématique. Et je suis bien sûr ouvert à tout endroit où on estimera que je peux apporter une plus-value, et en tout cas des conseils, des outils pour aider tout éducateur, tout formateur ou tout parent à mieux appréhender cette question de l'éducation et du leadership des enfants. Les questions relatives à la jeunesse sont vraiment d'actualité, avec tout ce qu'on entend, délinquance, Kobolo, pour les Gabonais. Kobolo, des sortes de drogues, de stupéfiants. Tramadol, voilà, avec des noms selon les différents pays. N'est-ce pas, les larcins que les enfants commettent, l'errance. La violence en milieu scolaire, l'alcoolisme. En milieu scolaire, l'alcoolisme, exactement. Mais tu sembles très réceptif, vraiment très sensible à cette thématique de la jeunesse. C'est dû à quoi? Alors, je te remercie, Paul, pour cette question qui me touche énormément.
Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que déjà d'une part je suis père de famille. J'ai la grâce d'avoir 6 enfants merveilleux qui vont aujourd'hui de 6 à 24 ans. Et forcément, en conscience, je me dis que mon devoir, c'est de quitter cette terre un jour en la laissant en meilleur état que je l'ai trouvé moi-même. Et que si cet objectif n'est pas atteint, c'est que je n'aurai pas joué mon rôle en tant que parent. Et aujourd'hui, tu l'as bien rappelé, avec tout ce choc que nous subissons, les images, Internet, les enfants sont connectés et câblés sur l'Occident alors qu'ils vivent en Afrique, donc quelque part ils sont un peu perturbés. Nous, au quotidien, en tant que parents, en tant que responsables, parce que j'ai tendance à considérer que les enfants, les jeunes sont le reflet de ce que nous sommes. Donc je ne les condamne pas tant que ça. C'est de grands imitateurs. Voilà. Elle parlait de mimétisme. Exactement, Innocente parlait de mimétisme et elle a tout à fait raison. Un enfant, on n'a pas besoin de lui parler, il faut lui montrer. Et si on lui montre, ben, il fait ce qu'il voit. Et comme on dit dans le domaine du leadership, l'essentiel de ce que nous apprenons, ce n'est pas ce qu'on nous dit, c'est pas ce qu'on nous raconte, c'est pas ce qu'on lit, c'est ce qu'on voit. Et donc j'ai tendance à penser que cette jeunesse africaine, qui est aujourd'hui notre première ressource naturelle sur le continent, et ce que j'appelle, dans la contribution que j'ai publiée il y a quelque temps, on aura peut-être l'occasion d'en parler, certains parlent d'armes de destruction massive. Moi, j'ai tendance à considérer que la jeunesse africaine, qui aujourd'hui représente 60% de notre population, 70%, nous sommes 1 milliard, donc ça fait plus de 600 millions de personnes quand même. Je la qualifie de notre arme de développement massif. Sauf que pour y arriver, pour en faire réellement cette arme de développement massif qui va faire la différence, nous avons le devoir de la sensibiliser, de l'éduquer, de la former et même de la transformer. Oui. Ça, c'est notre mission. Et Soulé me disait tout à l'heure en antenne, on discutait, il me parlait de ma démarche par rapport à nos décideurs. Moi, j'ai tendance à miser plutôt sur les futurs décideurs parce que j'estime que c'est vraiment eux qui vont faire la différence, mais pour ça, il faut que nous mettions toute notre énergie pour les préparer. Est-ce que les solutions que tu proposes pour la formation de cette jeunesse-là intègrent la notion de châtiment, d'interdit? Parce qu'il faut des garde-fous. Est-ce qu'il faut les laisser libres de dire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent, de regarder ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on peut créer un cadre avec des interdits? Soulé, tu veux revenir au châtiment, c'est ça? Est-ce que c'est une pratique acceptable aujourd'hui? Non, mais Soulé, dis-le clairement. Oui, moi, je ne le nie pas, je ne refuse pas. Pourquoi pas? Oui. Alors, pourquoi pas? Ça mérite d'être clair. Hein. Oui. Il a son avis tranché. Oui. Ta question, je la trouve très pertinente parce que justement, ça permet de revenir au séminaire. Dans le séminaire, il y a un passage où justement, je pose la question pour éduquer, est-ce qu'il faut punir ou justement corriger ou laisser faire. Ah, okay. Et comment on punit et comment on laisse faire? Punir ou éduquer? Non, parce que la punition peut faire partie de l'éducation. Je pense que il n'y a pas de... Sincèrement, aujourd'hui, en toute humilité, il n'y a pas de règle absolue en la matière. Par contre, le plus difficile à faire, c'est d'adapter. Parce que les enfants aussi sont différents. Ils ont des comportements différents. Oui. Le contexte est différent. Les référentiels sont différents. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui apprennent à parler avec des dessins animés occidentaux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il faut châtier l'enfant parce qu'il a appris un mot qui est peut-être déplacé dans un dessin animé? Ou est-ce qu'il faut que nous nous disions, mais si l'enfant consomme un dessin animé produit en France ou aux États-Unis, c'est peut-être que nous, adultes africains, nous ne lui proposons pas autre chose. Alors à qui la faute? Exactement. Nos enfants consomment 90-95% de produits culturels occidentaux. Regardez les t-shirts, regardez les sacs qu'ils amènent à l'école, même sur les murs des
des écoles primaires, c'est des Mickey, c'est des Walt Disney, c'est tout sauf notre imaginaire. Aminata Traoré parle du viol de notre imaginaire. Moi, je constate que c'est un viol consenti aujourd'hui, parce que sinon, à nous de proposer à nos enfants autre chose. Et jusque-là, soyons très, très, très prudents sur tout ce qui est châtiment. Oui, d'accord. Et punissant. Moi, je voulais parler de toutes les idées extraordinaires, merveilleuses que Serge est en train de nous proposer. Je suis émerveillée, mais j'ai la ferme conviction que tout ce qu'il y a de beau et tout ce que j'entends appartiennent au vœu pieux. C'est pas parce que je suis pessimiste. L'afro-pessimisme. Non, c'est pas l'afro-pessimisme. Mais je pense que j'ai l'impression que ça appartient au vœu pieux, qu'on est en train de donner un coup d'épée dans l'eau. Et parce que tout ce que je vois autour de moi, c'est décourageant, c'est affligeant par rapport à l'éducation des parents. Beaucoup de parents, non seulement ils ne sont pas éduqués, mais ceux qui ont la chance d'être éduqués ont déjà démissionné. Ah, exactement. Je pense, Serge, le chantier est immense. Oh là là. Parce que votre cible, ce sont les parents, et les parents ont démissionné. Oui. D'ailleurs, je pense que cette thématique-là, tu l'abordes d'ailleurs dans ton dernier livre, qui est là, que les téléspectateurs voient bien, et qui fait ce livre-là qu'on te reverra quand même un de ces jours pour nous parler de cette œuvre-là. Est-ce que, mais déjà, tu peux nous en donner 2 mots et avant de repartir sur la question d'innocence, parce qu'on est quasiment à la fin, on est dans 2 minutes, en très peu de mots. Encore une fois, merci Paul pour le petit clin d'œil. Cet ouvrage, je l'ai conçu comme une contribution. Je l'ai écrit en étant en France, mais en même temps, je me suis dit, écrire de là-bas sans venir se confronter à la réalité que souligne Innocente, ça n'avait pas trop de sens. C'est pour ça que il est sorti il y a 3 ans maintenant, et j'ai tenu à venir le présenter ici à Libreville. C'est une contribution qui est en fait un plaidoyer pour l'accompagnement au changement dans tout ce que nous faisons, que ce soit au niveau individuel, que ce soit dans les entreprises, ou que ce soit au niveau de nos États, puisque nos dirigeants ont vocation à vouloir transformer nos États, mais de comprendre que pour changer soi-même, se changer ou changer les choses, ça demande un travail, un gros travail sur soi, et ça demande des outils. Et la bonne nouvelle, c'est que ces outils existent. Maintenant, il faut qu'on puisse s'en saisir, il faut qu'on puisse les propager, il faut qu'on puisse communiquer, former, accompagner les changements pour avoir de meilleurs résultats. Donc c'est vraiment un plaidoyer dans ce sens-là, et effectivement, si j'ai le bonheur d'être invité pour en parler, ce sera avec grand plaisir. On va le faire, on est arrivé à la fin de l'émission, mais juste comme à l'habitude de le faire, Innocente. Serge, le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, chère Innocente, je souhaiterais que ce soit un mot d'optimisme. Parce que malgré la hauteur de la montagne et l'ampleur du chantier, rassure-toi, au quotidien, là je viens de terminer un séminaire dans une école de commerce, et je peux te dire qu'en 15 heures de cours, j'ai vu l'attitude des jeunes changer. Et je leur ai dit, en début de cours pour les taquiner, si dans 15 heures, vous n'avez pas commencé à changer d'attitude, j'arrête mon métier. Et bien à la fin des 15 heures, ils avaient, même dans leur façon de dire bonjour, il y avait une différence. Wow. Donc il y a vraiment de l'espoir, je tenais juste à te le dire. Et puis sinon, à remercier vraiment sincèrement et du fond du cœur toute l'équipe de l'émission Expression, Paul, Innocente, Soulé. Merci pour l'accueil chaleureux. Merci. Et un grand bravo, sinon beaucoup d'encouragement pour toute l'équipe qui a monté ce beau projet, parce que j'estime, comme disait notre frère Econ, que nous sommes dans le Rebranding Africa, et que si nous voulons gagner cette bataille demain pour nous et surtout pour nos enfants, elle passe aussi par la communication. Et c'est pourquoi je suis vraiment à la fois admiratif, impressionné et très solidaire de cette belle initiative qu'est la Belle TV. Donc merci à tous. Merci infiniment, Serge. Bonne continuation. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous avez entendu, on termine sur une note optimiste. L'Afrique bouge, l'Afrique change.
Et il y a des gens qui sont prêts à l'accompagner. Et nous, nous sommes de tout cœur avec M. Serge Mokanda et tous qui vont, porter ce projet-là, les artisans du changement. Merci, chers téléspectateurs. Nous allons prendre une petite pause avant de passer à la dernière partie de notre émission. À tout à l'heure, ne bougez surtout pas. Alors, nous voilà de retour pour la dernière partie de notre émission, la partie rubrique. Je vais commencer par Innocente qui rend un hommage vibrant, on va le voir, à Yacouba Saodogo, un Burkinabé. Et Innocente va continuer l'histoire de ce monsieur-là. Oui, Innocente. Aux dernières émissions, à la dernière émission, nous avons rendu hommage à l'homme qui répare les femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de Yacouba Saodogo du Burkina Faso, a recommencé. Il a recommencé et après, des ONG locales avec des organismes internationaux ont constaté ce qu'il faisait et sont intéressés à lui. Et le 25 septembre dernier, il a reçu à Stockholm l'équivalent d'un prix qu'on appelle le Nobel alternatif. C'est un prix qui s'appelle le Right Livelihood Award. Et lui, je pense que c'est dommage qu'on ne parle de lui que par rapport à ce prix. Il n'aurait pas eu ce prix, c'est quand même un grand homme. Absolument. C'est un grand humaniste, un grand écologiste, quelqu'un qui aime les humains. Et le prix, c'est peut-être un prétexte pour qu'il soit mieux aidé parce qu'il rencontre beaucoup de difficultés, même en ce moment. Parce que les terres qu'il a reboisées ne lui appartiennent pas. Ces terres relèvent du domaine national. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ces terres-là? On sait toujours ce qui se passe par rapport aux terres qui appartiennent à l'État. Ah, oui. Et plus encore, les villes... L'urbanisation. Oui, les villes grignotent. Encore de cette nouvelle forêt. Voilà, les villes grignotent les forêts qu'il a ressuscitées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Maintenant, je pense que ce sera l'occasion pour lui de se faire entendre, de se faire écouter. Le prix, c'est peut-être une façon, n'est-ce pas, de le remarquer. Oui. Mais on n'avait pas besoin de ce prix-là pour savoir qui il est, pour savoir ce qu'il vaut, pour lui rendre hommage. Et il faut qu'on le rende hommage aux bonnes personnes, aux grandes personnes, aux humanistes de leur vivant. Et qu'on les aide, qu'on arrête d'attendre qu'ils ne soient plus de ce monde pour faire des discours dithyrambiques. Ils avaient plus besoin de soutien moral, peut-être de soutien financier de leur vivant. Et voilà pourquoi moi je tiens à dire à Yacouba Saodogo, merci pour le Burkina Faso, merci pour l'Afrique, merci pour le monde. Et bien sûr, il y a des organismes internationaux qui travaillent pour arrêter le désert, comme avec le NEPAD, la Grande Muraille Verte, qui était censée rallier Dakar à Djibouti. Oui, mais je pense qu'avec ces projets, il y a plus de signatures que d'actions. Lui, il signe en plantant des arbres. C'est un héros solitaire qu'il faut saluer. La distinction, il faut également l'apprécier. C'est une reconnaissance. Il en avait besoin. Parce que quand tu parles d'obstacles, ça veut dire qu'il faut l'aider à surmonter ces obstacles. Et effectivement, les héros solitaires, c'est leur sort. On ne les comprend pas. Une forêt qu'on brûle, c'est criminel. Criminel. Et il faut tout faire pour continuer à le faire connaître et à protéger son travail. Ben, moi, je ne sais pas. Je sais qu'il nous entendra ou qu'il nous verra ou que des gens lui diront. En tout cas, expression. On s'associe au grand merci des innocents. Oui. Hein? On s'associe au grand merci des innocents parce que, ben justement, comme elle l'a dit, ce qu'on constate, c'est que dans beaucoup de décisions, il y a des signaux, il y a des sessions, il y a des signatures. Mais Saodogo, lui, comme elle l'a dit, il s'est mis au travail. Il y a des séminaires qu'on organise, des conférences à n'en plus finir. Et lui, il s'est mis au travail. C'est un bel exemple. Et c'est une action qui a duré
30 ans. 30 ans, c'est une vie. Oui, c'est exemplaire. Et pourtant, il y a combien de pays? Il y a le Burkina, il y a Djibouti, il y a Érythrée, l'Éthiopie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan, le Tchad. Tous ces pays-là devraient justement s'unir pour cette fameuse muraille verte qui peut permettre d'arrêter le désert. Ben, il y a des gens qui ont mis déjà des jalons. 3000 kilomètres carrés, et moi, je suis encore toujours choqué. C'est le prix Nobel, comment vous l'appelez déjà? C'est le Nobel alternatif. Le Nobel alternatif. Donc, ce sont une fois de plus, c'est encore une fois de plus des Occidentaux qui voient le mérite de cet homme-là et qui le récompensent. En attendant, ceux qui nous gouvernent, qui nous dirigent, sont là, qui voient, mais je ne sais pas. Peut-être que pour ce coup-ci, ça va secouer tout le monde et on va comprendre qu'il y a des alternatives, que c'est possible. Qu'un seul homme fasse ça, et quand les gens s'unissent, ils sont capables de faire beaucoup plus. Et il relève un grand défi. Les plus grands enjeux aujourd'hui de la gouvernance, c'est l'écologie. C'est l'écologie. Et là, tout seul, depuis 30 ans, ce travailleur solitaire fait une merveille. Charles, qu'est-ce que tu dis à Sawadogo? Je pense que c'est un modèle. Et il est modèle en ce sens que on ne doit pas être dans la théorie. Il faut être dans la pratique. Il faut que la jeunesse soit conscientisée sur ces problèmes de l'écologie et comprenne qu'il n'y a pas de fatalité en ce sens-là. Parce que la situation qui a été décrite et à laquelle il a cherché une solution était une situation qui avait tout pour pousser à la fatalité. Mais par son courage, par l'acte qu'il a posé, il a montré qu'on peut vaincre bel et bien le désert. Les Israéliens l'ont fait, pourquoi pas les Africains. Donc, je souhaite que la jeunesse prenne Yacouba Sawadogo comme un modèle pour affronter les problèmes écologiques auxquels nous faisons face aujourd'hui. Nous espérons que les institutions continueront à aller vers lui pour lui demander de présenter sa technique, tout ce qu'il a fait. En tout cas, merci. Expression s'associe à toute l'équipe d'Expression. La direction s'associe au remerciement de Innocent. Yacouba, pour nous, vous êtes un héros. Et ça, il faut que tout le monde le sache. Il faut que le Burkina le sache, le Gabon, le Sénégal, tous les pays, le Togo, tous les pays. Voilà, merci pour ce vibrant hommage, Innocent. Souley, on va terminer par ta rubrique. Alors aujourd'hui, on va réfléchir sur le développement personnel, la nécessité du développement personnel. Qu'est-ce qui fait penser au développement personnel? C'est qu'on peut constater les limites des directeurs de conscience, les limites des coachs qui promettent quoi? Santé, bonheur, argent, boulot, et des gens payent même pour suivre ces cours-là. Malheureusement, on y voit des limites. Et à y regarder de près, on peut douter. On peut douter de la réussite de ces formations. Sans coaching, sans management, ou c'est autre chose? Avec coaching, même après coaching, parce que je prends le cas des grandes célébrités à Hollywood, des grandes stars, des grandes étoiles qui sombrent dans des addictions indescriptibles. C'est vraiment grave. Tous ces gens qu'on applaudit pour leur réussite artistique, pour leur réussite financière, pour leur réussite tout court, toutes ces étoiles-là choisissent délibérément de sombrer, de rentrer dans les abîmes, de se donner la mort, de tourner le dos à la mort. On a parlé tout à l'heure de Jean-Joseph. Qu'est-ce qui se passe derrière les spots? Derrière les rideaux. On a parlé tout à l'heure de Jean-Joseph. Un grand esprit comme celui-là. En réalité, son vrai nom, c'est
Joseph Casimir. Il a pris un nom. Il a changé. Et Joseph Casimir Abéarivel. Voilà, il semble avoir un penchant peut-être pour la religion catholique. Non, pourtant, il a renié la religion catholique. Donc, après. Il était catholique. Ces grandes célébrités, ces étoiles qui se donnent la mort. Oui. Je parlais, il n'y a pas que les limites du coach. Les directeurs de conscience, les religieux qui se donnent la mort. Il y a un problème quelque part. Donc, faut-il désespérer? Il faut faire attention au gourou, c'est ça? Voilà. Il faut faire attention au gourou. Faut-il désespérer? Non. Il faut simplement comprendre que il faut commencer à voir la vie autrement. Le bonheur, l'émancipation, ça ne passe pas que par ces schémas qu'on nous décrit. Il faut apprendre à accepter d'avoir le droit de souffrir. Parce qu'en fait, ce n'est pas si facile. Au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau de la santé, on peut avoir... On peut pas tout le temps rire. Il y a des moments où il y a une baisse de régime, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il faut apprendre à ne pas être malade de n'avoir pas ressemblé à l'image qu'on veut nous donner. Mais c'est ce que font les coachs, non? Les coachs, les managers, la religion, la foi. Ce ne sont pas des alternatives justement pour surmonter... Quand c'est bien dispensé, quand on nous apprend à nous accepter, à accepter les situations différentes, parce que qu'est-ce qui pousse ces hommes dans l'addiction? Ces gens qui ont tout. Qu'est-ce qui les pousse dans l'alcoolisme? Ce sont peut-être les excès. Et ils sont malades, ils sont comme malades de leur réussite, entre griffes. Donc, en fait, ce que tu contestes, c'est le fait d'avoir recours à des encadreurs, à des coachs. Non, je dis simplement que ça a des limites. Oui, cela a des limites. Ça a des limites. Donc, on peut s'en passer. Il faut voir au-delà de ces coachs. Il ne faut pas trop miser sur... il y a en fait un besoin d'introspection, de se forger une philosophie personnelle pour pouvoir affronter ces moments négatifs. Développement personnel, c'est en soi qu'on doit trouver la solution. La solution. En soi. Faut pas, je dis pas que le coach... Frappe-toi le cœur, c'est là où se trouve le génie. Voilà, exact. En Alors, écho, oui. Il faut savoir peut-être se poser d'abord. Oui, se poser, après exactement. Se poser les bonnes questions. Oui. Et les bonnes questions commencent par la comparaison de sa vie 1 an ou 2 ans auparavant. Et si elle s'améliore, c'est qu'on a avancé. On n'a pas besoin d'avoir un référent extérieur. Exactement, c'est exactement ça. Là, c'est ce qu'elle vient de dire, il faut répéter cela à l'envie. Je n'ai pas besoin de me comparer à quelqu'un autour de moi. On se compare à soi-même. À soi-même. À soi-même. Parce que le coach, qu'est-ce qu'il fait? Tel a réussi, tel a fait ça, le modèle américain de la réussite. Mais oui, mais je me demande, est-ce que ce n'est pas parce que les gens n'ont pas confiance en eux-mêmes qu'ils ont recours à des coachs? Parce que je pense que les self-made men n'ont souvent pas eu recours à des coachs. Quand vous prenez le président Lincoln, qui n'a presque pas été à l'école, quand on compte le nombre d'années qu'il a fait à l'école, ça n'était pas 2 ou 3 ans. Oui. Donc, vous voyez, c'est la confiance en soi. C'est ça. Et la culture des coachs est très répandue maintenant. Ouais. Mais là, ce que vous êtes en train de dire, c'est exactement ça. À mon avis, c'est parce que les gens n'ont pas confiance en eux-mêmes. Donc, ils pensent que il y a des gens qui peuvent les aider à se cultiver, à atteindre leur but, alors qu'ils peuvent eux-mêmes travailler. Et l'exemple de Jean-Joseph Rabé-Arivel est là. Il a lui-même, il a eu la chance de travailler parfois
dans des bibliothèques. Il en a profité pour s'adonner à une boulimie de lecture et s'est cultivé. Voilà. Donc, se forger une philosophie personnelle. C'est peut-être... Ne pas se comparer à autrui. Voyez? Et revenir à soi-même, revenir à la source, à l'intérieur, et faire l'introspection. Il y a un moment parce que le difficile coach, quand on tutoie la cime des cieux, si je prends des exemples comme Michael Jackson et d'autres, Jimi Hendrix, c'est certain, quand on tutoie la cime des cieux, leur demander de redescendre. Justement, c'est ces modèles de... Il n'y a plus de lucidité, ils sont dans un univers. Peut-être pas de redescendre, mais de se poser. Que l'individu se pose, il se stabilise et il se pose à lui les bonnes questions. Exactement. Et le référent sera lui-même. Il faut accompagner cette introspection d'un développement de l'humilité. Oui. Ouais. De l'humilité, de la patience. L'humilité, c'est... Voilà. De l'humilité, c'est très important. C'est une vertu, c'est une valeur qui a quasiment disparu de la surface de la Terre. Hein, voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec... Si vous regardez bien, je ne parle pas des auto-immolations des hommes politiques. Il y en a un grand nombre. Des gens qui décident un matin parce qu'ils n'ont pas... Allez, ils se donnent la mort. Mais c'est un échec insupportable. Malgré les coachs. Malgré les coachs. Et les grandes célébrités, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Tout le monde les envie. Mais regardez dans leur intimité. Ça fait fuir, moi, je ça fait peur. Est-ce que le coach lui-même n'a pas un coach? Bon, il le reconnaît quand il est un peu humble qu'il a lui aussi un coach. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais tout le monde est coaché. Mais à mon avis, il faut se demander aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu des cas où des gens non réussis et atteignent un certain niveau de réussite que grâce à des coachs? Et ils seront toujours tributaires des coachs alors? Non, pas toujours. Parce que le coach peut être là pour les lancer comme un tremplin. Non. Si, et grâce à qui... Les coachs, ce n'est pas comme les formateurs. Hein. Oui. Ce n'est pas pareil. Oui, le coach entre dans l'intimité. Oui. Le formateur, c'est par rapport à l'instruction. Oui, mais c'est pour faire réussir la personne. Pour faire réussir la personne. Oui, la réussite, d'abord, elle n'est pas permanente. Je parle d'humilité tout à l'heure, je parle de patience. Il faut avoir un autre regard sur la réussite. On a tous les jours de nouveaux défis. Oui. De nouveaux défis. Ceux qui se lèvent et disent, oh, tel a réussi, tel est arrivé. C'est une illusion. Et il faut savoir faire le deuil de ces illusions. Savoir faire le deuil de ces rêves qui s'abîment sur des rochers, des institutions, sur des modèles qui ne sont pas en fait des modèles. Oui, la réussite n'est pas permanente. Il y a tous les jours un défi. Tous les jours, un défi à relever. L'humilité, la patience, l'engagement, l'esprit de découragement, l'effacer totalement. Et l'acceptation du deuil. Parce que ces défis sont là. Tu perds un être aimé, et alors, c'est fini, le monde s'écroule là. Non. Tu dois continuer à apprendre, à faire le deuil. Moi, je me demande, est-ce que ce n'est pas la formation que l'on subit, l'éducation dans la famille, etc., le parcours scolaire, universitaire qui forge l'homme et qui fait que, justement, il résiste à tout ça. Plus la foi, la formation religieuse, la foi et tout ça, qui font qu'un homme, justement, va jusqu'au bout des difficultés. La famille... Va jusqu'au bout de la nuit, comme le dit Céline. La famille, c'est une grande école. C'est une grande école de formation. D'accord. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette partie. Chers téléspectateurs, vous avez suivi l'émission d'aujourd'hui. Nous avons commencé d'abord par présenter un poème de l'écrivain malgache. Nous continuons notre voyage, notre tour de l'Afrique d'abord, puis ce sera du monde, avec Casimir Joseph Rabiarivelo, comme le rappelle l'invité, avec son œuvre poème. Ensuite, nous avons reçu Serge Mokanda, consultant en management.
Et enfin, nous avons terminé par nos deux rubriques, la rubrique de Innocente et celle de Soulé. Innocente qui a rendu, vous l'avez vu, un vibrant hommage et qui a fait l'unanimité du plateau à Yacouba Sawadogo, ce burkinabé qui a créé, disons-le, une forêt. Et nous avons terminé par Soulé Agara, qui nous a parlé du développement personnel, qui lui-même s'est présenté à nos yeux aujourd'hui comme un coach pour nous apprendre comment tenir par rapport à, justement, pour éviter de sombrer, comme le font certains. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci Soulé, merci Charles, merci, Innocente. Mais nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours. Au revoir, à bientôt.